J'ai appris plein de choses. Ah non. Voilà. Et ce titre qui me semblait tout à fait Pour avoir un texte, oui, éventuellement, je peux vous envoyer. C'est-à-dire, tout n'est pas dans le texte. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le texte que je n'ai pas dites. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dites que c'était très très dense. ce titre qui me semblait tout à fait énigmatique, et je me suis dit, mais comment il va arriver à me parler de tout ça? Quel lien il va faire entre les uns, enfin entre les dessins rupestres, la réalité augmentée, le compensatoire. les dessins rupestres, c'est le début du virtuel. Oui, c'est ça. Donc, je me On a disais, représenté des et les taureaux fictions, et les fictions olympiennes, alors je me disais, mais comment il va arriver à joindre tout ça? Puis finalement, il l'a fait avec brio. C'est de pire en pire. Hein. Alors j'ai cité Walt Disney. Oui, tout à fait. Et alors là, je te dis, moi j'ai été outré par ce gars qui veut me dire, c'est vraiment c'est son fumé, on ne peut pas aller ici parce que ça va choquer les visiteurs étrangers. Ça, c'est plus pour l'été. Tout à fait. Non, mais même Et s'il excite les hommes, c'est parce qu'il peut allaiter. Une femme sans sein, l'homme ne sera pas excité parce que le bébé qui va naître ne pourra pas l'allaiter. On est programmé pour ça, par la sélection naturelle. C'est-à-dire que finalement, on a sexualisé. Ben, ça, c'est encore du virtuel. C'est ça. Même dans la tradition arabo-islamique, moi je me souviens, il y a, je sais pas, une quarantaine d'années, les femmes n'hésitaient pas à sortir le sein en famille pour allaiter l'enfant. Et ça ne posait aucun problème. Et ces dernières années, depuis on va dire une vingtaine d'années, eh bien c'est devenu, oh là là, cacher ce sein que l'on ne saurait voir. Donc c'est vraiment, il y a eu un changement mais radical. Tu sais, je te dis que la présidente du conseil syndical, le mari, il a combattu ça, veut absolument continuer à nous imposer des idées. Je suis sûr que je suis. Mais, au tout début, j'avais voté pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle venait d'avoir un enfant, elle était membre du conseil syndical, et elle venait au conseil syndical, elle ne manquait pas son droit au conseil syndical, elle avait été pour ça, et elle amenait son bébé qu'elle allaitait, elle découvrait légèrement un sein, elle n'était pas là pour découvrir les mecs, bien sûr. Eh bien, il y avait que ça jouait. Moi, j'ai voté pour elle parce que je me suis dit, elle est dans le bon sens, elle a un bon esprit. J'aime bien. De toute façon, ça paraît tellement naturel, voilà, un enfant. Ça m'a choqué quand il a dit la maîtresse. Bon, alors, on ne doit pas passer. Là, c'est excusé. Oui, bien sûr. Attention, Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient prendre la parole, poser des questions Est-ce que, voilà, est-ce que tu as lu le livre Sapiens de Harari? Je l'ai chez moi, je peux le temps. Je te le recommande. Il va te plaire, je peux te le dire. C'est un livre qu'on recommande. C'est vraiment un livre. J'ai pas été un peu plus longtemps. Oui, alors pour les recommandations c'est une chose, mais pour s'il vous plaît un peu moins de bruit là parce qu'on n'entend plus rien. Ça bavarde. Vous pouvez bavarder, mais un petit peu plus loin. Alors, si vous avez une question à poser. Oui, j'en ai une. D'accord. Elle. Oui. Marie-Brigitte Andréi, qui a été candidate aux élections municipales. Mais d'abord Denis, puisque c'est lui qui voulait poser la question. Non, attends, je vous présente Marie-Brigitte Non, Andréi c'est qui pas moi, habite juste là. Son nom. Je suis là. Ah, elle est là, c'est pas elle. Non, mais de loin, je vois pas très bien. Alors, présentez-vous déjà. Nicole. Comment? Nicole. Nicole, comment? Didelot. Ah, d'accord. Je pensais déjà vu. D'accord, ok. D'accord. Oui, je suis nouvelle. Hein. Comment? Je suis nouvelle ici. Ah, d'accord. Et Madame André, Alors, Madame Ambrilly, elle s'occupe de l'association Sauvons le Grand Écran. C'est elle qui, par son action qui a duré une dizaine d'années, a empêché qu'on détruise le grand écran et qu'on le garde comme salle de spectacle. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va devenir. Ça a été racheté par le centre commercial qui cherche un exploitant, mais c'est son association qui, à force d'intervenir entre les pouvoirs publics, du centre commercial, des entreprises, etc., a fait que le grand écran est resté. Sinon, il y aurait eu autre chose sur la des magasins. Des magasins. Il aurait été Il détruit. y aurait encore eu des boutiques de fringues, des restaurants chinois. La seule salle, grande salle du sud de Paris. Mais le problème, c'est la disparition des librairies au profit des librairies, des salles de cinéma, au profit. Alors, je précise, c'est quand même aussi une descendante lointaine de Beaumarchais. Bon, alors, on a entre personnages. Alors, Oui, je reviens à cette histoire de sein de femme. C'est arrivé,
c'est un événement, mais pour moi, les fautifs sont ceux qui montent ça en épingle. Parce que des choses comme ça, il y en a toujours eu des personnes qui ne voulaient pas que leurs femmes montrent leur sein, mais on n'a pas monté ça en épingle. Et pourquoi on en fait toute une histoire? Pour moi, le racisme, c'est la même chose. Si on n'en parlait pas autant, il y en aurait, à mon avis, beaucoup moins. On dirait que c'est voulu. Ah ben, tout ce que font les médias est voulu. Voilà. Il y a toujours de la manipulation Pour la dans le choix que font les journalistes, ceux qui vont dire. Il y a tellement de choses à dire. Voilà. Mais dans le C'est-à-dire choix... qu'ils créent un problème là où il n'y en a pas, c'est ça mon avis. Voilà, voilà. Moi, je sais pas, enfin, je pense que... Ils oublient de mentionner des choses Est-ce que importantes. c'est un problème de fond? Je pense. Ah oui, mais c'est-à-dire que maintenant la télé, c'est surtout des chiens écrasés, hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est plus vraiment d'information. Hein. Voilà. On est d'accord. J'ai cité ça comme illustration Oui. de la, comment dirais-je, de la perversion de Walt Disney. Oui. On va essayer de revenir au sujet. Et on va donc essayer de parler du virtuel et de la place de plus en plus importante et du discours compensatoire. Donc est-ce que tu as quelque chose, enfin une question, c'est intéressant d'avoir des questions. Je vais démarrer un début de discussion à partir du mot dette que tu as évoqué. Du mot la dette. La dette? La dette. La tête. Non, la dette. La dette. La dette. La dette. Bon, parce que la dette, dans certains discours, dans certains ouvrages, la dette est associée à la naissance de l'écriture, en même temps que les débuts du néolithique. Parce que la différence entre le paléolithique et le néolithique, au paléolithique, l'humanité était cueilleur et chasseur, elle allait chercher sa nourriture dans la nature. Les pêcheurs. Voilà, et à partir d'un certain moment, il y a eu une forte concentration de population. Les premières fortes concentrations de population sont apparues, peut-être en Asie mineure, à Tépé Ouyou, ou des noms comme ça. La ville la plus ancienne du monde, c'est Jéricho. Oui, mais je crois qu'en Asie mineure, on a trouvé des sites plus anciens encore que Jéricho. Je parle pas de sites. Il y en a en Afrique du Sud aussi. Je parle de villes. Oui, de villes, oui, moi aussi. Donc c'est la sédentarisation. Voilà, alors, ça pose un problème d'organisation des gens. On a des populations beaucoup plus importantes, dans des agglomérations beaucoup plus importantes. Alors, le problème est la nourriture, le ravitaillement de tout ce monde-là. Elle vient de la campagne autour des villes. Mais le paysan, il a besoin de matériel, il a besoin de bestiaux pour exploiter la terre. Il n'a pas les moyens de se les payer. Donc, il échange un bœuf, par exemple, pour le labourage, en échange d'une future livraison du blé qu'il récoltera plus tard, à la saison suivante. Ça, c'est, d'après l'auteur, donc, c'est le début de la première reconnaissance de dette de l'histoire de l'humanité. Et à partir de là, des valeurs deviennent virtuelles. À partir de ce moment-là, la reconnaissance de dette a une valeur échangeable, alors que ce n'est qu'une écriture sur un support matériel. Ce n'est pas le bétail, ce n'est pas le blé, c'est quelque chose d'autre, c'est une écriture. Voilà. Et à partir de... Une écriture gagée sur une récolte. Gagée, voilà, sur les futures récoltes. Les gens sont proches les uns des autres. Voilà. Les premiers écrits que l'on ait trouvés, ce sont des comptabilités de dettes, en fait. Ça date de l'Égypte. Ça date de l'Égypte, de la Mésopotamie, de l'Asie mineure, de l'Inde, on en trouve partout, en fait. Dans toutes les anciennes grandes civilisations. Et à partir de ce moment-là, le mécanisme économique moderne ne pouvait venir que de l'évolution de ces dettes primitives. Oui, d'accord, mais alors là... Ensuite, les reconnaissances de dettes devenaient des documents précieux. Il ne fallait surtout pas qu'ils disparaissent, qu'ils soient détruits ou qu'ils soient volés. Donc, on les enferme dans un lieu sécurisé. C'est le palais royal, c'est un temple, des constructions comme ça. C'est ça que je voulais évoquer. C'est comme les commanderies des Templiers. Comme les commanderies des Templiers. On est quand même très éloigné de la crise des subprimes. Le mécanisme fondamental des subprimes et le mécanisme primitif des dettes est le même. Non, mais
il y a eu une dérive. Il est le même. Non, mais il y a une dérive, parce que dans le mécanisme de l'endettement, on signe, je veux dire, un papier qui est gagé sur une récolte à venir. Oui. Je veux dire, c'est du réel, les gens sont à côté. Si le paysan il ne donne pas sa récolte, on va lui brûler son champ, ou tuer sa famille. Oui. Alors que là, les subprimes, c'est des montages très compliqués dont personne ne connaît. Qui ont permis des mains d'or, Qui sont des faits compagnies. pour qu'on y vote du feu d'ailleurs. Oui, c'est ça. Vous savez que je soupçonne la Banque populaire à côté, hein, comment dire, d'avoir, comment dirais-je, dilué ces actifs toxiques, comme on dit, dans des titres qui sont très respectables, mais qui ne suivent pas les cours de la bourse comme ils devraient, parce que, bon, il a fallu qu'elle s'en débarrasse d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et Natixis a été, Natixis, qu'on nous avait vendu à 20 €, on nous les faisait payer 19,50 €, s'est retrouvé à 60 centimes maintenant. Oui. Parce qu'il était pourri. Et à un moment, on parlait même de faire une distinction entre les banques d'affaires et les autres Et les banques de dépôt et les banques d'investissement. Mais là, j'ai l'impression que tout ça est bien mixé. Et le problème de la banque de dépôt et de la banque d'investissement, il remonte déjà au Moyen Âge. C'est-à-dire le problème de la banque. Comment il est une banque? Quel genre de personne a pu créer la première banque? Eh bien, ce sont des artisans des métaux précieux. Parce que dans les villes, les artisans des métaux précieux mettaient la matière première, c'est-à-dire les métaux, l'or, l'argent, voire le platine, dans une chambre forte. Et à une certaine époque, c'était pas dématérialisé. C'était matérialisé. Dans les chambres fortes, on mettait les métaux. Ce qui s'est passé, c'est que d'autres commerçants qui n'avaient pas de chambre forte demandent à ces artisans-là de leur prêter une petite place de leur chambre forte pour déposer leurs pièces de monnaie métallique. Le dépôt est fait, moyennant un reçu. Et plus tard, ces artisans se sont rendus compte que les gens ne venaient pas récupérer leurs métaux. Là, ils sont enquêtés et ils ont constaté que les gens échangeaient les reçus contre les marchandises ou les services qu'ils achetaient. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'une banque. Alors, on parle des dérives. Alors, justement, la dérive, elle vient de là. Ces banques, qui est la première dérive, et je m'arrêterai là, la première dérive a été qu'un certain nombre de ces premiers banquiers, le mot banque vient du banc. Parce que les pièces étaient échangées contre le reçu sur un banc, d'où le mot banque. Bon. Oui, le banc, Voilà. les usuriers. Alors, ces premiers banquiers se sont dit, puisque les gens ne viennent pas récupérer les reçus, on va éditer plus de papier qu'il y a de pièces dans la chambre forte. Sans rien dire à personne. C'est ça la première phase virtuelle. Voilà, c'est le début de ton histoire du virtuel. Absolument. Attendez, deux bémols. Bon, c'est vrai, effectivement, du Moyen-Âge. Mais en réalité, il y a des gens qui ont trouvé un genre très important sur les temples. Il y avait des réseaux de commanderies, je répète, route de la soie, comme on dit maintenant, entre l'Europe occidentale et le Proche-Orient. Et les pèlerins, à l'époque, l'Europe c'était une forêt vierge. Je veux dire, infestée par des brigands de conchemin. Alors, les Templiers, c'est des moines soldats. Tous les croisades. Donc, sous les croisades, les pèlerins qui allaient en Terre Sainte, ça leur prenait des mois. Oui. Ils n'allaient pas emporter leur or avec eux, ils allaient se détrousser. Donc, ils mettaient leur or dans une commanderie à Paris, par exemple. Il y a encore des restes de commanderie ici à Paris. Il y a même une rue qui s'appelle rue du Faubourg du Temple. Voilà, Faubourg du Temple. Et puis, on leur donnait un papier. Et puis quand ils allaient, ils se retrouvaient, je sais pas, à Budapest, ils allaient dans une autre commanderie, et on leur donnait un papier, on leur donnait par exemple 10% ce qu'ils avaient mis, on leur donnait un autre papier, et ainsi de suite. Oui. Ils se promenaient avec du papier. Voilà. Parce qu'ils ont joué un rôle important. Mais ce que tu dis par exemple là-dessus, les banques, c'est ce qu'elles pratiquent actuellement. Tu sais qu'actuellement, la plupart des banques n'ont en réserve que 10%, je ne sais plus la somme, des sommes qu'elles prêtent. Elles prêtent des sommes qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire que le jour où la confiance tombera, si comme on le dit au printemps 2022, il y a un crack
que les gens se ruent vers les banques pour retirer leurs avoirs. Comme en 29. Voilà, on n'aura pas. Non, en 29, c'est une inflation. Mais là, ça sera. Comme ça s'est passé en Grèce. En Grèce, les gens ne pouvaient plus retirer leur argent. Parce que les banques, c'est basé sur la confiance. La confiance. Elles prêtent 10 fois plus que ce qu'elles ont en réserve. Alors on les a obligés, après la crise des subprimes, à avoir un peu plus, je sais plus 15%. Ça, ce que tu dis, c'est la dérive vers le virtuel dans le monde financier. Mais il y a aussi des dérives vers le virtuel dans le monde du théâtre. Enfin, le théâtre, c'est déjà du virtuel. Dans le monde de l'économie, pas seulement de la finance, dans le monde scientifique. Et donne des exemples. Et aussi le quai par terre, tu risques d'oublier. Alors, donne des exemples dans l'économie, par exemple. bon, en économie, des exemples. Ah bah j'en ai un. Comment? J'en ai un. Vas-y. Je vais à la banque emprunter 2000 € pour fonder une affaire. Non, mais ça on est dans le financier. Non mais justement, on est dans le virtuel. C'est pas financier, c'est économie. Là je parle économie. Il a déjà parlé d'économie. Bon, donc je vais à la banque, j'emprunte 2000 € pour fonder une petite affaire. Que fait la banque? Elle ne puise pas les 2000 € sur ses réserves. Non. Elle crée une ligne sur du papier, et maintenant sur un ordinateur, et elle écrit 2000 € sur cette ligne. Moi, je signe la reconnaissance de dette. Donc, les 2000 € que j'ai, je les dépense, mon affaire réussit, et je réussis à rembourser la banque. Question. Des 2000 € que j'ai remboursés, que fait la banque avec? À votre avis? Elle est prête à quelqu'un d'autre? Elle les place. Elle les fait fructifier. Elle les détruit. Ah bon? Ah oui. L'argent disparaît Ah oui, comme parce il que a été créé. Parce que c'est de l'argent virtuel. Voilà, parce que c'est de l'argent virtuel. Pourquoi la banque fait ça? C'est pour éviter une inflation explosive. Parce que si les banques créent de l'argent, créent des lignes, et puis mettent de l'argent dessus, mettent de l'argent dessus, mettent de l'argent dessus, on va avoir des sommes, dans les écritures, des sommes absolument phénoménales qui ne correspondent à aucune marchandise. Mais c'est Oui, c'est pareil, parce que Et la confiance risque de s'effondrer, comme Jean l'a évoqué. Avec la planche à billets, c'est pas ce que fait l'État. Mais c'est ce qui est arrivé en Allemagne dans les années 20. La hyperinflation d'Allemagne. Alors un autre exemple, alors, en dehors de l'économie, quoi, par exemple. Bon, alors je sais pas, j'en ai cité dans le domaine, par exemple, dans le domaine de la science, par exemple. Bon, la physique est une science expérimentale. Bon, la physique moderne, la physique moderne est née d'expériences, des propriétés de la lumière, le rayonnement du corps noir, les expériences de Michelson de Morley. La théorie quantique, la relativité, tout ça, c'est de choses effectives. Einstein a eu le prix Nobel, pas pour la relativité, pour le mouvement brownien, proposé par Brown et étudié en détail par Francis Perel, qui lui aussi a eu le prix Nobel. C'est une science expérimentale. Or, dans l'enseignement qu'on en fait en France en particulier, mais un peu partout, c'est devenu très théorique. Par exemple, Madame Tonola, je cite aussi, éminent professeur, elle a écrit des livres sur la relativité. Mais Einstein, heureusement que Francis n'était pas là, c'est un très grand physicien. C'était un macho en ménage, mais puis c'est un bobo en politique, mais c'était quand même pour moi le plus grand physicien de notre époque. Mais il n'était pas du tout mathématicien. Il se faisait aider par sa femme, je crois Mileva, qui était meilleur mathématicien que lui, qui n'a jamais remercié d'ailleurs. Ensuite, ça a été son copain Besso, italien. Et plus tard, il s'est même fait aider par son concurrent pour la relativité générale, qui était, comment il s'appelle, l'allemand. Donc, il s'est fait, il a fait inventer la gèbre tensorielle, mais il n'était pas seul, il y avait Besso qui l'avait aidé, il y avait Hilbert, là, c'est Hilbert. Donc, il s'est fait aider par les uns et les autres. La théorie des Enfin, c'est surtout sa femme. Non, sa femme l'a aidé, mais il ne la remerciait pas. Donc ça, c'est fini. Ouais, il l'a remercié en l'acquittant. On l'a épousé l'autre. Oui, mais il a fait plus que ça. Il a abandonné l'enseignement qui était schizophrène. Non seulement il l'a abandonné, mais il a viré de chez lui. Il l'a viré de chez lui. Non, non, mais il a été... C'est un salaud. Ah oui, c'est un salaud. Voilà, écoute, il a été interne en Suisse et Einstein a utilisé une grande partie de son prix Nobel pour payer une de son fils dans un établissement correctement. Non, mais non, en réalité, c'était lui-même quelqu'un qui était pas très équilibré. On pense maintenant qu'il était atteint du syndrome d'Asperger.
comme beaucoup de scientifiques, comme dira comme beaucoup de scientifiques. C'est une sorte d'autisme affectif. Je sais pas si... Les Asperger, c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Donc on dira qu'on en est sûr. Einstein, c'est probable. Alors, il était probablement atteint ça. Alors, il n'a pas supporté de voir son fils et puis il a donné tout l'argent qu'il fallait pour qu'il soit traité en France. Il a pu le voir. Alors il avait un petit fils. Alors par contre, il a eu une première femme, il a eu une fille qu'il a donné à une institution, je veux dire, au Lausanne. Tu sais, ma soeur. Jean-Jacques Rousseau, le grand Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit l'Émile, traité de l'éducation, a eu, paraît-il, une douzaine d'enfants qu'il a abandonnés. Oui, paraît-il, oui. Ça suffira. Une demi-douzaine. Passons sur ses défauts conjugaux. C'était quand même le plus grand physicien de notre époque, mais il n'était pas très bon mathématicien. Et ce qu'il a écrit, c'est un chose qui avait, j'en viens en fait, une intuition physique fulgurante. C'est là que les gens se n'ont pas compris. Il était physicien, il n'était pas pythagoricien, etc. Il fallait que d'autres l'aident. Hein. Mais les gens qui sont venus après, par exemple Madame Donat, qui était la professeure de relativité, elle a mis la relativité sous une forme tellement abstraite qu'on n'y comprend plus rien. Moi, quand j'ai commencé à faire mes études de physique, voilà. Non, comment dirais-je Ce que tu veux nous dire, c'est qu'un peu d'abstraction c'est bien, mais trop, voilà, ça nous éloigne des sciences. Quand j'étais au Canada, je suis allé chez mon beau-frère, qui habite à Vancouver, j'étais là-bas, il avait des pièces, etc. Alors elles avaient 10-12 ans. À un moment donné, elles devaient monter à un petit poste de transistor de maison, tu sais, etc. Et leur père, mon frère, leur dit allez voir Uncle John, il est docteur en sciences. Elles sont venues me voir. Uncle John, comment est-ce qu'on fait pour monter sur ça? Moi, j'avais honte. J'ai pris un air, je veux dire, évasif, franchement, j'ai pas beaucoup de temps sur moi. J'avais honte, comme ça. Je savais. Bon. Lorsque j'ai commencé à étudier l'électromagnétisme, mon professeur, j'ai oublié son nom, a commencé par les équations de Maxwell. Ne pas faire ça. Il a commencé par écrire les 4 équations de Maxwell. J'allais faire comme ça. Et puis alors, mais c'est vrai que tout vient des équations de Maxwell. Même la relativité vient des équations. L'invariance de Lorentz, c'est dans les équations de Maxwell. Mais, je veux dire, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. Ils commencent par faire des expériences, etc., montrer comment ça marche. Et petit à petit, ils vont du concret vers l'abstrait. Alors en France, on favorise l'abstrait. Hein. C'est pour ça que l'une de mes filles a fait Louis le Grand. La base, c'était les maths. Hein. Oui. La physique, à la rigueur, enfin bon. Alors quant au reste... Mon fils, il en sait quelque chose. Hein, je veux dire, Oui, ça éloigne les Il a jeunes fait des une année, il a sciences. craqué. Oui, ça éloigne les jeunes des sciences, c'est normal. on met l'accent C'est normal. sur les maths. Voilà, sur les maths. Alors on oublie les arts. Enfin, si, on fait les arts quand même. Mais je veux dire, c'est coefficient 1. Le sport, c'est quand même bon, hein, le sport. Mens sana in corpore sano. Chez les Américains, les universitaires, les universités embauchent, enfin, je veux dire, elles laissent entrer des grands footballeurs ou des grands footballeurs, je ne sais pas quoi, qui sont moyens en mathématiques ou même en physique. Mais c'est d'excellents footballeurs. Pour l'équipe de l'université, c'est excellent. Donc les arts, les sports, toutes ces choses-là, ça passe au second plan. Même les sciences, les maths, c'est la reine. Ça, c'est de l'excès. Et ça, je le dis que c'est parce que la France est une nation. Une nation, c'est une chose virtuelle, alors qu'un peuple, c'est quelque chose de réel. Un peuple, c'est quelque chose de réel, une nation, c'est quelque chose de réel. Et la France a toujours défendu les nations. Par exemple, bon, on ne peut pas faire politique, mais il n'est pas question que les Basques passent à l'État, parce que la France et l'Espagne seraient amputés de leur forme hexagonale ou manquer un morceau. Voilà, bon. Mais les Kurdes, qui sont quand même dispersés, c'est un vrai peuple, les Kurdes. Ils sont dispersés entre 5 pays. Il n'y a pas de raison qu'ils ne font pas. Alors qu'il y a des nations artificielles fondées par les empires coloniaux entre des tribus qui se déchirent entre elles. Hein. Bon, alors, parce que la France a pris l'exemple. L'Amérique, ça se conçoit. Ce sont des immigrés qui viennent de partout. En France, évidemment, les Français sont venus de partout, mais c'est ancien. Ils ont eu le temps de fusionner. Et la nation, je pense, est née, comme je l'ai dit, à la Révolution, pour remplacer le concept unificateur du roi. On
français, on était bretons, alsaciens, donc sujet du roi de France. On était sujet du roi. L'idée d'être français, c'est venu après la Révolution. Et la France a transporté son modèle dans les pays qu'elle a colonisés. L'Algérie, ce n'était pas une nation. C'était plusieurs tribus dispersées entre elles. Et d'ailleurs, la France a su utiliser les querelles entre tribus. Pour s'imposer. Mais ensuite, c'est devenu une nation, mais contre la France. Tout à fait. Contre l'occupant. Alors, ce que je veux dire, c'est que ces modèles virtuels, c'est très bien quand ça peut unir. Qu'est-ce que serait la nation française sans certains points communs qui sont des points culturels? C'est ni la terre, ni le sang. C'est pas Blut und Boden, comme disent les Allemands. C'est autre chose. C'est bien. Ça peut unir, mais c'est aussi divisé quand ça va trop loin. C'est la dérive, c'est dont tu as parlé. Et à la limite, bon, la mondialisation, c'est très bien, l'humanité est une, ou l'eugénisme, de l'humanité est une, c'est une cyclique du pape. C'est dans la Genèse, dans la Bible. La mondialisation, c'est très bien, mais ça nous amène des telles épidémies. Alors, moi, j'ai beaucoup voyagé, c'est très bien, mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'on ne peut plus sortir de chez soi. On a voulu aller trop loin, librement, faire ce qu'on veut, puis maintenant on ne peut plus sortir chez soi. Le discours compensatoire sur la mondialisation, c'est lequel? Quel est le discours compensatoire? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que... Non mais ce qui m'intéresse, parce que tu dis finalement que nous avons vendu la mondialisation, la globalisation. On l'a vendu. Comment on l'a vendu cette globalisation, mondialisation? Les anglo-saxons disent globalisation, ouais. La richesse produite par l'échange, hein, c'est ça le truc, c'est qu'on sera... La globalisation des échanges. Il y a plusieurs choses. Il y a le libre-échange, ça c'est très anglo-saxon. Le libre-échange, il y a l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, et toutes ces institutions supranationales. L'ONU. L'ONU, évidemment, l'OMS, enfin, toutes ces institutions qui ont été faites à l'origine pour éviter les guerres. Le monde a été infesté pendant des millénaires par des guerres fulgurantes, qui avaient porté ces guerres ailleurs en plus. Il fallait en finir. C'était ça le but de l'Europe. C'est la guerre économique en fait. Et tous les mots aujourd'hui, y compris. En finir avec les guerres mortelles. La guerre de c'était une boucherie. Non, c'est fait pour ça. La guerre de 30 siècle, c'est une guerre de boucherie. Il fallait en sortir. C'était fait pour ça. C'était fait pour ça. Mais petit à petit, on est passé donc, de cette idée du libre-échange, des institutions supranationales, etc., à l'hubris. Les Grecs appellent ça hubris, et à l'excès, à l'ivresse, l'ivresse ça vient du hubris, l'ivresse dans on peut aller où on voulait, on ne sait pas astreindre des limites. Et puis alors, voilà, on a délocalisé à Cuba, on a voyagé à Cuba, voilà, on a créé du chômage, on a créé des déplacements, etc. Et puis le résultat, c'est que le petit virus, le petit moucheron s'est infiltré dans les naseaux du roi des animaux et il l'a rendu fou. Parce que franchement, ça a été une folie, on n'a jamais vu ça. Même au Moyen-Âge, même dans l'Antiquité, là on confinait les lépreux, il y avait des léproseries. Mais on n'a jamais confiné des populations entières. Lorsqu'il y a eu la peste à Marseille, le roi a confiné les Marseillais dans la région. Mais là, on ne peut pas sortir de chez soi. Heureusement qu'on a une dalle jardin, on allait se promener sur la dalle jardin. Mais je ne sais pas si on peut. Et puis comme on est en plein dans le virtuel, comme je l'ai dit, on le dépasse déjà, etc., on est en plein par des attestations dérogatoires, d'interdiction réglementaire. C'est le règlement. Mais en dehors du virus, il y avait aussi des tas d'autres problèmes. Tu en as évoqué un tout à l'heure, c'est l'agroalimentaire. C'est-à-dire, finalement, tout ce discours compensatoire, je trouvais ça intéressant, hein, le fait de, finalement, plus c'est bon, plus ça passe. Hein. Donc en fait, on nous vend des tas de produits qui sont très mauvais pour la santé. Notre système immunitaire, évidemment, il a été malmené. Et c'est pourquoi ce virus, à la fois, il a trouvé des portes d'entrée. Hein. Je pense que si on avait fait des efforts sur justement la lutte, ces aliments qui sont c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai suivi le régime. On a eu une forme très légère. On n'a même pas senti passer rien, même pas fait rien. Ce qui m'a alerté, c'est que je n'avais pas vu le goût de l'odorat, le lime que j'adore. Les pesticides, d'ailleurs, il y a un rapport très intéressant sur les métaux. Les métaux lourds. Et les métaux lourds. Ils sont partout. Oui, partout. Ils sont dans toute non, mais notre alimentation. C'est les métaux
Les dauphins qui échouent par centaines sur les plages du Saint-Cannes, ils ont ingéré des quantités énormes Le plastique. Oui. Tu sais, de petites. Ça, je sais pas combien de milliards Oh là là. l'industrie Oh là là. du plastique. Oui, l'unité de course, c'est le milliard de sacs en plastique, Il y a c'est le longtemps, milliard de hein. bouteilles, Il y a un etc. endroit en Inde où il y a toute une baie infestée. Infesté. Il n'y a pas que là. En Indonésie, pareil. La même chose. Infestée. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça serait bien qu'on dîne ensemble. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont d'accord? Il y a peut-être d'autres Je questions. suis d'accord. Ah, Je suis d'accord. D'accord. Donc c'est pour apporter dans les cuisines. Ah ouais, ah oui, c'est Mais d'accord. après, on peut continuer Une après. question. Je voudrais vous parler par rapport à la crypto-monnaie, parce qu'on en parle de plus en plus. On a vu des gens immensément riches acheter des, comment on appelle ça, Les bitcoins. les bitcoins, comment vous dites bitcoin? Oui. Alors, il y a des dizaines de cryptos. Mais alors, Oui, mais est-ce que c'est ça l'avenir? Parce que moi, quand je non, reçois c'est pas plein... l'avenir. C'est pas ça ne peut pas être l'avenir. Pourquoi? Parce que ces crypto-monnaies ne sont basées sur aucune marchandise, aucune matière. C'est totalement virtuel. Non, mais attends, comme tu l'as dit, l'argent que prêtent les banques, je veux dire, c'est de l'argent virtuel aussi. Parce qu'on peut payer, mais... Avec les découvertes bancaires, avec les cartes, maintenant, il n'y a même plus de ça encore, on paye par compte. Oui. Voilà, mais... Bientôt, on aura la puce dans la tête, on dira je veux payer 20 € et automatiquement c'est Oui, démolé. mais écoute, maintenant, puisqu'on peut payer avec des bitcoins, Non, je prononce justement, mal. c'est impossible parce que ces monnaies sont horriblement instables. Leur valeur est horriblement instable. Non, mais ce qui a il y a quand même l'avantage des crypto-monnaies qui font que certaines entreprises les acceptent. Voilà, et c'est même ça, dans voilà. certains pays, même il y Voilà. a des pays d'Amérique latine Ben qui voilà, les ont c'est pour ça acceptés. que je Au pose la Canada, question. Au Canada, il y a dans certaines villes des distributeurs de bitcoins. Voilà, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un avantage, c'est que ça échappe aux banques centrales. C'est basé sur un réseau de, comment on appelle ça, de mineurs. Bon, mineurs, c'est des gens qui creusent des mines. Hein. Oui. C'est un mineur, parce que c'est comme s'il trouvait de l'or ou de l'argent. Voilà. Donc c'est un réseau de mineurs, et c'est par consensus des membres du réseau que le bitcoin prend sa valeur. Ça échappe aux banques centrales et ça échappe aux manipulations des banques centrales. Donc il y a beaucoup d'inconvénients, parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Il y a des gens qui sont devenus immensément riches, il y a des gens qui ont tout perdu. Mais Oui. maintenant, de moins en moins, on va pouvoir payer avec la monnaie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le bitcoin. Voilà. Non, mais Colette, le bitcoin à l'origine était purement virtuel. Oui, alors que l'argent courant était purement réel, c'était des pièces oui, d'or. voilà, on donne, voilà, Mais c'est ça. l'argent réel se virtualise de plus en plus et le bitcoin se concrétise de plus en plus. Il y a un moment où ça va se rejoindre, et où ils seront presque aussi virtuels les uns que les autres. Sauf que les bitcoins, c'est des réseaux de citoyens, en quelque sorte, qui sont d'accord, alors que les monnaies, c'est les banques centrales. Les banques centrales, elles font ce qu'elles veulent. Là, Est-ce que ça fonctionne? Macron avait dit aux gilets jaunes, oh là là, on n'a pas, il faut augmenter la taxe sur je ne sais pas quoi, etc. Ça a provoqué une révolution, hein, parce qu'il a réduit de 5 € les subventions aux étudiants, puis maintenant on emprunte. La dette est passée de 96% à 130%. Comme ça. Quoi qu'il en coûte, il a dit quoi qu'il en coûte. Ben alors c'est quoi ça? C'est du virtuel. C'est de l'argent virtuel. Ben, le bitcoin échappe à cet argent virtuel. Le bitcoin, par sa structure, échappe à cette inflation virtuelle. Alors vous savez où est partie l'inflation? Parce que l'inflation, elle est partie dans l'augmentation du cours de la bourse. C'est pour ça que, disons que c'est plus les matières qu'on achète qui augmentent, hein, parce que ça vient de Chine, etc. Il faut bien que ça passe quelque part, l'inflation. L'excédent de monnaie s'est passé dans les cours de la bourse, qui ont monté malgré la crise économique. Oui, mais je reviens à dire, de moins en moins, on va pouvoir avoir du liquide, on le voit bien. D'abord, même les chèques, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ne pouvez plus payer, avant, Franprix, on pouvait payer avec des chèques, on ne peut plus. Lidl, là, on peut plus. Donc, l'argent, les espèces, bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, moi, j'ai reçu cette information d'un ami qui était au renseignement. Bon, maintenant, il n'y est plus parce qu'il a eu un cancer, il est ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une panne de, comment on appelle ça, informatique? Qu'est-ce qui va se passer? Alors moi il me dit, mets un peu d'argent liquide chez toi,
fais des réserves. Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je vous donne l'information que j'ai eue, mais deux informations qui viennent de deux personnes différentes qui ne se connaissent pas. Il va se passer beaucoup de choses à la rentrée. Moi-même, ils me disent, quitte Paris. Alors là, je commence à avoir peur. Ce n'est pas n'importe qui. Il y en a un qui était au renseignement. Je ne peux pas dire où il est maintenant parce qu'il a été malade. Peut-être que vous avez ces informations, je ne sais pas. Et il me dit, fais des réserves. Moi, ça fait des années. Ah bon, vous aussi, vous avez cette info. Voilà. Et là, je l'ai de plusieurs sources. Non, mais il est possible qu'au printemps 2022, au moment Oh, où avant. Non, mais il est possible qu'au printemps 2022, tu as des informations importantes. Oui. Quand on parlera plus du Covid, quand tout le monde sera plus ou moins vacciné, Oui, ou pas, oui. ou aura eu la maladie, ou sera immunisé, etc. Une fois, ça aura disparu parce que toutes les amies, ils ont mis 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon. Même la grippe espagnole, ça n'a pas duré 1000 ans. Même la peste. Bon. À ce moment-là, on se réveillera et on se rendra compte qu'on est passé de 96% à 130% de dette. Et là, mais pas que la France, hein, tout le monde. Oui. Et tout le monde. Le monde même. Et la dette américaine est abyssale. Je crois Voilà, que Trump a injecté, je ne sais plus combien, 2 000 milliards dans l'économie américaine. Il a d'ailleurs réclamé, je crois, 3 trillions de dollars à la Chine. Ah oui, on parle des trillions, alors c'est des sommes tellement. Oui. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où on va se réveiller et où on s'apercevra qu'il y a un problème. Et là, il risque d'y avoir une crise financière. Ça va Du genre vite, de celle hein. de 1987, où des supprimes, on ne sait pas exactement, ça sera une autre fois. Enfin, C'est pourquoi quoi? Vous voulez dire? pardon, allez-y. C'est peut-être les banques qui vont fermer. Les valeurs les plus sûres sont les bonnes valeurs. Il y en a qui vont fermer. Bah, il y en a Oui, déjà il y en a qui ont fait faillite, qui vont Mais faire si, faillite. Hein. Pour répondre à votre question, Colette, Colette. Qui ont passé la guerre et la votre question n'est pas d'informatique. On a déjà un début de réponse en ce moment même. Oui. La multiplication des attaques informatiques. Avec la Suède, avec les coopératives. Des entreprises et même des États qui sont paralysés Qui sont par des paralysés. cyberattaques. Là, c'est à quelques Non, jours. mais attendez, vous savez Il y a quelques jours. Israël a paralysé une grande partie des centrifugeuses iraniennes Oui. en envoyant un virus informatique. Oui. Il n'y a pas eu de bombe, il n'y a pas eu de... Non, non, il y a eu rien. oui. Il y a eu des accidents en Iran d'ailleurs. Oui, mais il y a de plus en plus de cyberattaques. Ah oui, Pardon, Non, mais oui. il y a, Il y en a qui sont il y a Oui. autre chose, c'est que bon, on dépend de quoi? On dépend, voilà, moi je vais faire une opération pour ça, etc. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des satellites. C'est par là que ça marche. Hein. C'est un réseau satellitaire essentiellement. Voilà. Imaginons qu'il y ait, je ne sais pas, un événement, une bombe atomique peut le créer. Enfin, il n'y aura pas de bombe atomique. Mais ça peut être, Ça sera autre je sais pas, ça peut être un événement, une aurore boréale, enfin, un changement climatique, Une éruption solaire. qui est ce qu'on appelle un pulse électromagnétique. Toutes les communications électromagnétiques sont coupées, et là, vous pouvez toujours vous approcher. Alors, vous savez ce que j'ai fait hier, vous connaissez le Action, le magasin Action. Alors j'ai été acheter parce qu'on va avoir des coupures d'électricité, on va avoir bien sûr automatiquement des coupures d'internet, et il faut avoir chez soi des bougies, des lampes. Alors hier j'ai été acheter des trucs, vous savez quand on fait du camping là. Oui, bon, je veux bien. Par contre, je ne sais pas ce que vous avez. Presque tout le monde. Bon, allez, voilà. Bon. Ah bah c'est bien. Jacques, tu restes ou pas? Donc, puisque vous êtes un peu au courant, donc hier j'ai acheté. Cette semaine, je ne sais pas Mais moi quel je jour, peux bien partir. les hauts financiers se réunissent Oui. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est pour que. faire on une va commander dans quelques minutes. simulation. Voilà, exactement. Tout ça. C'est le 9, je crois. C'est pas le 9? Oui, je pense que ce serait mieux. Oui, je crois que c'est le 9. Hein. Ah ben, Ça ne nous empêche pas de discuter. Hein. Oui. hein, c'est le 9, voilà. Alors donc, moi, les informations que j'ai, c'est ça. Alors moi, hier, j'ai été acheter, tu sais, des trucs là, quand on va au camping, là. En ce moment, chez Action. Non, c'est des petites lampes.